Thomas Pelt de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, parce qu'on vient de l'évoquer, l'enjeu d'accompagnement financier à la prise de risque et à l'investissement des agriculteurs. C'est notamment un des rôles de l'agence de l'eau. On peut peut-être revenir sur le pourquoi, le pourquoi de choisir... pourquoi l'agence de l'eau s'intéresse aux solutions fondées sur la nature et comment, derrière, l'agence de l'eau s'en charge. Oui, alors le pourquoi, c'est si on se place, alors d'une manière générale, ça nous intéresse, hein, les solutions fondées sur la nature, que ce soit par rapport aux enjeux de biodiversité aquatique et de qualité, d'infiltration dans les sols, etc. Si on est dans le cadre des PTGE, ce qu'on voit, ça a été évoqué d'ailleurs dans le petit bilan de NOAA, hein, la première génération de PTGE, qui sont nos PGRE, il y en a quand même beaucoup qui ont été faits, a beaucoup investi tout ce qui est infrastructure, optimisation des infrastructures, dans l'idée de gagner du volume pour soulager la pression à l'étiage. Quand on arrive dans les bilans évaluation et qu'en plus on a passé 2022 et la sécheresse qui est venue, et puis la prise en compte du changement climatique, on voit qu'on a un enjeu collectif qui est d'apprendre à avoir moins besoin d'eau. Et dans la partie agriculture, on se dit que ça passe par de l'interaction au sol et donc notamment de l'agroécologie, quoi. On l'a vu que ce n'était pas sans risque, en tout cas ce changement, et qu'il y avait un enjeu à accompagner l'adoption, mais aussi le maintien de telles pratiques. Comment l'agence de l'eau appréhende ces sujets-là, d'autant plus que, on l'a vu, il y a plein de co-bénéfices. En plus, on n'est pas que dans la case eau. C'est ça, oui. On voit que, oui, ces solutions-là, elles sont assorties d'une certaine d'incertitude sur l'efficacité, ça a aussi été évoqué, dans un contexte où on cherche à sécuriser la ressource en eau. Donc il faut que nous, on est financeurs, alors pas de l'agriculture, il y a d'autres financeurs spécifiques de l'agriculture, mais vis-à-vis de l'enjeu eau, on finance volontiers des actions agricoles. Et là, on a des actions, on va dire, gagnant-gagnant, où on peut accompagner la prise de risque des agriculteurs sur la mise en œuvre à l'échelle des exploitations de ce type de mesures. Parce qu'il y a des co-bénéfices, on va dire, qui sont pour l'agricole, mais pas que, voilà, et par le reste de la société. Et on voit aussi que derrière, si on rentre par une finalité quanti, la réserve utile du sol, on voit qu'à côté de ça, il y a aussi des finalités biodiversité. Là, on maintient un sol qui peut être à l'habitat de biodiversité, et la finalité qualité qui naturellement est toujours aussi liée. Je vais peut-être illustrer, alors on est financeur, je ne sais pas si c'est là, il était déjà là, en fait. Justement, quel dispositif et comment l'agence de l'eau accompagne? C'est juste pour illustrer, alors je vais y revenir avec un chiffre, mais on n'est pas un gros financeur de l'agriculture, hein, on ne pèse pas très lourd. Malgré tout, à l'échelle des territoires, et quand on rentre dans le cadre de PTGE, on peut peser un petit peu dans la balance. Et notre offre de financement, elle est un peu résumée là. Alors c'est une pyramide qui ne donne pas des proportions d'impact financier, parce que l'essentiel de nos aides au monde agricole, alors en gros, on apporte 50 millions par an aux agriculteurs d'aide, sur un programme qui fait 500 millions d'euros annuels d'aide. Et on cherche quand même à avoir... C'est 10%. Ça fait du coup 10%. C'est beaucoup, pas beaucoup? Alors, 10%, ça fait faire pas beaucoup. En contribution, il y a un débat quand même qui est en contribution des redevances que fournissent ces agriculteurs. On considère qu'en gros, la proportion est de 1 à 3. C'est-à-dire que pour 1 euro versé de redevance aux agences de l'eau, le monde agricole récupère 2 à 3 euros d'aide. On est quand même dans un système qui est bénéficiaire aux agriculteurs globalement, parce que l'essentiel des redevances agences sont financées par la facture d'eau, et donc globalement tous les consommateurs d'eau potable. Oui, mais c'est aussi reconnaître le rôle de l'agriculture au-delà de leur propre, on va dire, intérêt personnel et de revenus. On est très attaché à être partenaire du monde agricole, et donc on cherche à avoir toujours une offre incitative d'aide. Et donc là, il y a la partie, on va dire, un peu socle, qui est, pour savoir ce qu'on peut financer, il faut d'abord travailler sur le potentiel, c'est l'expérimentation. L'acquisition de référence, qu'évoquait par exemple Juan tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc on est sur, là on est en gros à 1 million d'euros par an d'aide sur ce genre d'opération. Il n'y a pas beaucoup de projets à l'échelle de... L'agence de l'eau, c'est 4000 dossiers d'aide par an, donc qu'on accompagne directement.
Donc même si c'est 1 million d'euros par an, c'est pas une grosse masse, c'est quand même des projets qui sont... Il y a pas mal de projets et ils sont très intéressants. Le cœur de nos aides aux exploitants, ça passe par des mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, et donc le système de la PAC. Aussi, je vais développer un tout petit peu les PSE, les paiements pour services environnementaux, qu'on a expérimenté au dernier programme et on est en ce moment avec un deuxième appel initiative qui est en cours pour continuer ce dispositif de financement qui est assez particulier et nouveau. Et puis, il y a toute une gamme d'investissements, de matériel, alors pas seulement pour l'agroécologie, et même pas essentiellement pour l'agroécologie, c'est plutôt déjà pour tout ce qui est réduction des intrants, notamment sur les aires d'alimentation, de captage et ressources stratégiques. Il y a aussi une grosse part qui est pour la conversion à l'agriculture biologique. Voilà, ça c'est le cœur. Et puis, assez nouveau aussi dans le paysage, mais installé depuis notre précédent programme d'aide, c'est des programmes de 6 ans qu'on met en place d'aide, c'est les filières. Les filières, on s'est dit, pour essayer d'avoir un impact territorial de nos aides et pas se disperser à l'échelle des territoires, même si quelques agriculteurs, on peut les accompagner, si on veut que ça se structure au niveau des territoires, il faut que le levier économique se mette en place. Ça a aussi été évoqué. Et donc, on accompagne la mise en place de filières qui embarquent des pratiques que l'on juge plus adaptées, plus en faveur de l'eau, et donc potentiellement aussi mobilisant des valorisants de l'agroécologie. On ne pas penser l'agriculteur de manière isolée, mais dans son environnement, notamment économique et territorial, et donc les filières. On revient sur la question des paiements pour services environnementaux. Revenir sur peut-être la définition même de ce que c'est qu'un service environnemental. Voilà, alors service environnemental, qui n'est pas un service écosystémique, c'est marqué tout à la fin. Service environnemental, c'est valoriser par notamment un paiement le fait que la pratique, elle rend service à la collectivité via notamment la question de l'environnement. Donc on a derrière tout un bagage de pratiques potentielles, dont beaucoup de choses sont dans l'agroécologie. Et on a testé donc il y a quelques années un système d'aide, c'est vraiment de l'ingénierie financière. C'est comment on peut financer ce genre de choses dans nos modes de paiement. Et on a fait un appel à projet. Je vais l'illustrer. Voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va financer? L'idée, c'est de financer des contrats avec des exploitations agricoles sur des territoires. Et alors, il y a une animation on embarque sur un territoire un ensemble d'agriculteurs qui vont dans une même direction avec l'animation souvent d'une structure de collectivité. On paye la structure de collectivité, on la subventionne. La collectivité elle-même assume un autofinancement. Et on paye directement les agriculteurs, là par contre, à 100% d'une indemnité vraiment par rapport à des pratiques qui sont favorables à l'environnement et qu'on va intensifier. Il y a vraiment une logique de trajectoire sur 5 ans et de progrès. C'est la différence, peut-être qu'on peut le voir comme ça, avec les MAEC, qui sont une indemnité, je ne sais pas si le terme économique est le plus juste, mais par rapport à un cahier des charges. C'est presque une compensation d'un manque à gagner plutôt que la rémunération d'un service. Voilà, exactement. Et donc là, on retrouve quand même derrière un peu les mêmes types de pratiques, clairement. D'ailleurs, si un agriculteur décide de solliciter des MAEC là-dessus, on ne peut pas le financer au PSE. Il est obligé de faire un choix. Mais le plus, c'est d'avoir une trajectoire de progrès. Et donc, on a 2 dimensions. Les structures paysagères, donc c'est-à-dire les haies, les mares, un certain nombre les infrastructures paysagères dans le secteur agricole, et aussi donc le système de production lui-même. On a investi 2 dimensions, je crois que ça apparaît, oui. La qualité, centrée sur l'enjeu nappe, les aquifères dégradés, et puis biodiversité, là on retrouve tout ce qui est infrastructure paysagère par rapport à des trames biologiques, donc c'est des haies et c'est des mares, qui peuvent servir pour les agriculteurs à l'abreuvement et pour les haies, pour l'ombre du bétail notamment. Quelques limites peut-être, malgré donc l'intérêt de ces dispositifs qui sont, on va dire encore une fois qu'il y a une dimension de reconnaissance avant les limites. Quelques chiffres clés. Quelques chiffres clés. Avec la première appel à projet, on a 21 PSE sur l'ensemble du territoire qui ont permis d'embarquer plusieurs centaines d'agriculteurs. On le voit aussi. Grosse surface, l'intérêt c'est d'avoir une SAU assez significative, ça se décline vraiment dans les territoires.
Donc c'est plutôt une réussite. On a testé en se disant, là, on est dans un champ commun d'intérêt. Et c'est plus efficace en termes de taux de déploiement qu'une MAEC? Alors efficace en termes de distribution d'aide, pas forcément. Pour les agriculteurs, c'est quand même un système qui est un peu lourd. Peut-être plus exigeant? Mais on y retrouve, nous, notre compte par la logique de progrès et aussi par la cohérence territoriale. Et on a vraiment une dynamique territoriale qui s'installe, ce qui rejoint un peu les préoccupations des PSE. Voilà pour les chiffres clés. Sur les limites, alors bon, ça, les PSE, c'est un système qui, malgré tout, était expérimental. Donc on a un peu... oui, essuyer les plâtres. Essuyer les plâtres. Ouais. Mais en renvoyant le deuxième appel à projet, on voit que vous êtes convaincu. On a collectivement une grosse motivation à faire ça, y compris avec nos interlocuteurs agriculteurs. La limite, les deux enjeux, alors c'est les limites des crédits financiers publics. Nous, on est là pour initier une dynamique de territoire. La question, c'est la durabilité derrière. On fait ça 5 ans. Est-ce que derrière, ça va se consolider? Durabilité au sens pérennité. Ouais. Est-ce que les collectivités vont continuer de soutenir ces PSE, par exemple, une fois que nous, on ne sera plus financeurs? Il y a la question des financeurs privés dans les PSE. Il y a pas mal d'acteurs privés qui se positionnent pour essayer de financer ça. Donc, on va essayer de créer un peu du lien. L'autre limite, mais dont on s'inquiète toujours, c'est l'impact territorial de nos aides. Alors, ça dépasse le cas des PSE, c'est aussi la question des MAEC. Toucher les exploitants, c'est notre finalité. Après, la portée de ces aides-là et de ces évolutions-là à l'échelle du territoire, comment on peut la consolider, l'installer. C'est là où on retrouve la question du levier filière, auquel on croit beaucoup. Enfin, voilà pour les grandes limites. Et puis si, il y en a une que j'ai illustrée avec... alors ça, je suis désolé, c'est les 21 PSE, mais je ne m'attarde pas dessus. C'était un exemple, voilà. C'est le poids de nos aides dans les financements agricoles. C'est-à-dire que si territorialement on sent qu'on peut avoir un peu d'accroche, si jamais les aides PAC en gros stimulent dans l'autre sens, nous on pèsera pas lourd. Voilà. C'est toute la question des négociations à chaque révision de la PAC et le point entre le premier et le deuxième levier. Et puis d'articulation aussi à l'échelle d'un territoire entre ces différents dispositifs qui chacun demande de rendre des comptes. Voilà, on arrive tous avec un peu nos conditionnalités, nos motivations, et je comprends que voilà, il faut faire tout ça rentrer dans la même case à la fin pour les exploitants. Et puis je retiens aussi l'intérêt de vouloir s'articuler aussi avec des acteurs privés qui peuvent être intéressés eux-mêmes à directement financer des PSE ou investir dans des filières qui soutiennent des pratiques plus agroécologiques. Une question pour Thomas? Oui. Hop, ça arrive. Bonjour, merci beaucoup. Si on peut revenir sur la slide qu'il y avait juste avant, si c'est possible ou pas, Valentine, je suis désolée. Non, pas celle-là, celle d'avant. Enfin, celle en tout cas où il y avait tout la fleur là avec voilà, exactement le PSE en chiffres. Je vois contrat moyen 10 500 € par an, subvention moyenne 130 € par hectare par an, ce qui veut dire qu'on est sur des exploitations qui font en moyenne 80 hectares. Et je voulais juste mettre en balance avec le SMIC annuel qui est à 17 000 €. Là, on voit 10 500 €, c'est quasiment... est-ce que vous salariez les agriculteurs de 80 hectares ou plus du territoire? Donc ça, déjà, petit balance par rapport au Après, ils sont peut-être pas tout seuls à travailler sur leur exploitation. Non, ils sont pas seuls. Mais ce que je veux dire, c'est... c'est une vraie question. Déjà ça. Et ensuite, l'autre truc aussi, c'est que 130 € par hectare par an pour des structures qui sont petites. Je pense notamment aux structures paysannes qui font jusqu'à, je sais pas, 10 hectares, 15 hectares. Là, pour le coup, c'est nettement moins rentable, c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Or, ce sont aussi des structures qui, parfois, ont déjà en place des actions qui sont très favorables pour les écosystèmes, mais qui tombent systématiquement à travers les trous de toutes les mailles des aides, notamment avec toutes les dynamiques on aide au changement de pratique, aux transitions agricoles. Et moins on maintient. Voilà, et moins on maintient. Donc toutes les personnes qui mettent déjà en place des choses ne vont pas pouvoir y avoir accès. Et si par exemple là pour cette année, ce sont la plantation de kakis et de pistachiers qui sont financés, quid de ceux qui veulent mettre en place des figuiers ou des oliviers qui du coup ne pourront pas cette année, alors que c'est dans une dynamique d'arrachage
de vignes, etc., etc. Donc, comment réfléchir ces PSE d'une manière qui soit cohérente à la fois par rapport au paysage agricole qu'on veut avoir sur le territoire, dans le maintien de structures paysannes aussi, et est-ce que c'est à l'État et à l'argent public de salarier indirectement les grosses exploitations agricoles? Alors, il y a deux questions très importantes. Alors, je vais commencer par la deuxième, parce que là, c'est les chiffres moyens. Mais je veux dire, on ne finance pas que ceux qui sont supérieurs à 80 hectares. L'intensité de l'aide, elle est indépendante de la taille des exploitations. Simplement, nous, ce qu'on aide, c'est une évolution de pratique, donc des linéaires de haies, des surfaces où il y a un changement d'itinéraire d'IFT, quoi. Et donc, que ce soit une exploite paysanne ou pas, ils ont tous droit à la même aide. Après, les stats, elles sont vraiment liées au fait que derrière un agriculteur, quand on l'aide pour une part de sa surface sur laquelle il agit, s'il possède 100 ou 40 hectares, on l'aide de la même manière, mais par contre, on cumule son exploit, elle est dans son ensemble. C'est plutôt la dilution de son aide dans son exploit qui va peser. Bon, il n'y a pas de discrimination par rapport à ça, il y a tout le même accès. Après, sur la question de salariés ou pas, les agriculteurs, enfin, en gros, l'impact de notre aide à l'échelle d'un système économique qui, effectivement, le poids de cette aide-là, ça fait partie de nos interrogations et de nos évaluations. Je disais, c'était une expérimentation, ça. Rien que le fait, on va ouvrir le débat jusqu'au bout, hein, payer un service environnemental, c'est la prime. C'est-à-dire que par défaut, le fait de dégrader, on le finance. Le fait de ne pas dégrader, on le finance. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans un système où, en principe, la législation fait qu'on ne devrait pas dégrader. Donc valoriser ça, c'est déjà un choix sociétal qui pose question. Bon, on voit au point où on en est, qu'on s'est dit, à un moment, il faut faire quelque chose. Donc on teste ça. Mais il y a une vraie question derrière. C'est, j'imagine, des sujets de débat au Parlement de l'eau et au sein de l'Agence de l'eau, c'est débattu dans vos instances de gouvernance. Puis je pense que ça peut nourrir les économistes, les politologues, etc. Et donc maintenant, oui, on en est à se dire, le poids de... On a voulu voir si déjà le système intéressait les agriculteurs. Qu'est-ce que ça donnait en termes d'indemnité de paiement par exploitation. Et maintenant, on va l'évaluer effectivement par rapport au système économique de ces exploitations, parce que là où il y a un revenu de l'exploitation qui est à telle hauteur, si jamais nous on amène 2 fois plus, on va en gros fausser un petit peu les logiques économiques. Donc ça fait partie des évaluations de ce système expérimental d'aide, effectivement. Tant que l'agriculture n'arrive pas à vivre seulement de ses produits, toutes les agricultures du monde sont soutenues économiquement et publiquement. La question, c'est dans quelle part, pour éviter peut-être La motivation de ces systèmes d'aide-là, c'est que justement, c'est pour, quand il y avait le petit schéma avec le poids des aides de la PAC, qui sont là pour quand même soutenir un modèle productif, essayer de peser aussi sur quelque chose qui soutient un modèle environnemental. Et on est partenaires agriculteurs là-dessus. Merci beaucoup Thomas pour ces réponses et cette présentation.